De toute façon, cette maison ne sera bientôt plus à toi. Elle a prononcé cette phrase sans lever la voix, presque distraitement, comme on commenterait la météo. Ses doigts caressaient le plan de travail de la cuisine, fraîchement nettoyé. À travers la fenêtre, la lumière de Marseille entrait brutalement, sans douceur, révélant chaque détail, chaque fissure, chaque trace du temps. Elle regardait les murs. Pas moi. Et pourtant, c'est bien à moi qu'elle s'adressait. Je suis resté immobile. Une seconde de trop, peut-être. Mais dans cette seconde, quelque chose s'est déplacé en moi. Un glissement silencieux, irréversible. Ce n'était pas une provocation. Ce n'était pas une colère. C'était une certitude qu'elle exprimait. La sienne. Mon fils était sorti acheter du pain. Elle savait choisir ses moments. Toujours. Quand j'ai enfin tourné la tête vers elle, son regard était calme, presque assuré. Il n'y avait ni mépris visible ni agressivité. Seulement cette façon de parler, comme si l'avenir était déjà réglé, signé, rangé dans un dossier auquel je n'aurais jamais accès. Je n'ai pas répondu. J'ai senti mon cœur battre plus lentement, comme s'il cherchait à comprendre avant de réagir. Pendant des années, j'avais appris à interpréter les silences, à lire entre les mots, à excuser ce qui blessait. Mais cette phrase-là ne laissait aucune place au doute. Elle annonçait quelque chose. Elle me prévenait. La maison. Elle parlait de la maison. Cette maison où j'avais vécu plus de 30 ans. Où chaque pièce portait une part de ma vie. Où j'avais veillé mon mari malade. Où j'avais vu grandir mon fils. Où j'avais pleuré, travaillé, résisté. Elle en parlait comme d'un bien en attente, d'un objet qui allait simplement changer de propriétaire, naturellement. Je me suis entendu répondre, d'une voix que je ne reconnaissais pas vraiment. Comment ça? Elle a haussé les épaules. Un geste léger, presque amical. Tu sais bien. À ton âge, c'est compliqué d'entretenir une maison comme ça. Et puis, il faut penser à l'avenir. L'avenir. Son avenir. Pas le mien. Je me suis sentie soudain, très fatiguée. Pas physiquement. Intérieurement. Comme si des années de retenue, de patience, de concessions silencieuses, se rappelaient à moi en bloc. J'ai repensé à toutes ces petites phrases, à peine audibles, que j'avais laissées passer. À toutes ces décisions prises sans moi, présentées comme des évidences, à tous ces moments où j'avais préféré me taire pour ne pas créer de tension. Mais cette fois, ce n'était plus une remarque déplacée, c'était une tentative d'effacement. Quand mon fils est revenu, le pain sous le bras, elle s'est tue. Elle a souri. Le même sourire que celui qu'elle réservait aux voisins, aux amis, à la famille élargie. Je l'ai regardé faire, et j'ai compris que ce double langage n'était pas accidentel. Il faisait partie de son mode de fonctionnement. Public rassurant, privé conquérant. Mon fils a parlé de banalité. Du temps, du travail, je répondais mécaniquement. À l'intérieur, une phrase tournait en boucle, « Cette maison ne sera bientôt plus à toi ». Elle s'installait, s'ancrait, refusait de disparaître. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la maison. Le craquement du bois. Le souffle lointain de la ville. J'ai pris conscience, avec une lucidité douloureuse, que je n'étais plus considéré comme une personne à part entière, mais comme une étape. Un passage obligé, avant une transmission anticipée. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'être consulté. Quand j'avais laissé croire que mes biens, mes choix, mon espace pouvaient être discutés sans moi. Je me suis aussi demandé si j'avais, par mon silence, autorisé cette dérive. La honte est venue ensuite. Une honte sourde, injustifiée, mais tenace. Celle de se demander si l'on n'a pas exagéré, si l'on n'a pas mal interprété. Puis une autre émotion a pris sa place. Plus froide. Plus structurée. Une forme de réveil. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas confuse. Ce que j'avais entendu était clair, et ce qui se dessinait derrière, l'était tout autant. À l'aube, alors que la lumière commençait à glisser sur les murs, j'ai pris une décision simple, presque banale en apparence, je n'allais plus subir dans le flou. Je n'allais plus me contenter de ressentir. J'allais comprendre. Vérifier. Poser des faits. Je ne savais pas encore comment. Je ne pensais pas à une revanche. Je pensais à la vérité, à ma place, à mes droits. Et pour la première fois depuis longtemps, ce mot n'avait plus rien d'agressif.
Il devenait nécessaire. Ce matin-là, dans cette maison qu'on me disait déjà perdue, j'ai ouvert les yeux. Et je n'étais plus disposée à les refermer. Avant que cette phrase ne s'impose dans ma cuisine, comme une sentence. Il y avait eu une autre vie. Une vie simple, patiente, construite sans éclat mais avec constance. J'y repense souvent, non par nostalgie excessive, mais pour me rappeler d'où je viens. Et surtout, pour comprendre comment j'ai pu laisser quelqu'un croire que tout cela pouvait être effacé d'un trait. J'ai rencontré mon mari jeune. Nous n'avions pas grand à chose, sinon l'envie de bâtir. Il travaillait beaucoup, moi aussi. À Marseille, à cette époque, rien n'était facile, mais tout semblait possible. Nous avons économisé sou par sou. Quand nous avons acheté cette maison, elle était loin d'être parfaite. Trop grande pour certains, trop vieille pour d'autres. Pour nous, elle était juste suffisante. Suffisante pour une famille, pour des projets, pour durer. Chaque pièce a été pensée, réparée, améliorée au fil des années. Pas pour impressionner, mais pour tenir. J'ai appris à faire beaucoup avec peu. À réparer plutôt qu'à remplacer. À attendre le bon moment. Hier, cette maison n'était pas un caprice immobilier. Elle était le résultat d'une vie de choix raisonnables, parfois douloureux. Quand notre fils est né, tout a pris un autre sens. J'ai mis de côté certaines ambitions. Pas par obligation, mais par conviction. Je voulais être présente. Stable. Fiable. Je pensais qu'aimer consistait à offrir une base solide, quitte à s'oublier un peu. J'étais fière de ce foyer. Fière de ce que nous avions construit sans aide extérieure. Les années ont passé. Mon mari est tombé malade. Lentement. Insidieusement. J'ai tenu. J'ai appris les gestes médicaux, les horaires, les silences aussi. J'ai découvert cette solitude particulière que l'on ressent même à deux. Quand il est parti, la maison est devenue plus silencieuse. Mais elle est restée debout. Comme moi. Mon fils a grandi. Je l'ai accompagné comme j'ai pu. J'ai cru qu'il voyait. Qu'il comprenait. Peut-être que oui, à sa manière. Mais il est parti faire sa vie, et je ne l'ai jamais retenu. Une mère ne retient pas. Elle espère. Quand il m'a présenté celle qui allait devenir sa femme, je me suis efforcée de l'accueillir sans réserve. J'ai voulu croire que chaque génération apporte sa manière d'aimer, de penser, de gérer. Je n'ai pas cherché à imposer mes habitudes. Je me suis adaptée. Trop vite, peut-être. Au début, tout semblait correct. Des visites régulières. Des projets évoqués autour de la table. J'étais heureuse de ne plus être seule dans cette grande maison. Je n'ai pas vu, ou pas voulu voir, les premiers glissements. Les regards évaluateurs. Les remarques déguisées en conseils. Les phrases comme ici, il faudrait moderniser, ou cette pièce serait parfaite autrement. Je mettais cela sur le compte des différences d'âge. Je pensais que c'était normal, que je devais laisser faire. Après tout, je n'avais jamais revendiqué la possession comme un pouvoir. Pour moi, la maison était un lieu de passage, pas un trophée. Avec le recul, je comprends que mon attitude a été interprétée autrement. Ma discrétion a été perçue comme un désintérêt. Ma souplesse comme une faiblesse. Mon silence comme une autorisation implicite. Et cela, je ne l'ai réalisé que trop tard. Je croyais que les liens familiaux suffisaient à poser des limites invisibles. Je croyais qu'on ne prend pas ce qui n'a pas été donné. Je croyais que le respect allait de soi. Ce sont des croyances confortables, mais dangereuses, quand on s'y accroche trop longtemps. En repensant à ces années, je ne ressens pas de regrets amers. Je ressens une forme de lucidité tardive. J'ai aimé sincèrement. J'ai donné sans calcul. Et cela ne me rend pas naïve. Cela me rend humaine. Mais cette humanité-là, je le comprenais désormais, devait s'accompagner d'une vigilance nouvelle. On peut être généreuse sans être effaçable. On peut aimer sans se déposséder. On peut transmettre sans disparaître. Mais la femme que j'étais alors ne se doutait pas encore que tout ce qu'elle avait construit allait être convoité comme un bien. Disponible. Elle pensait encore que l'histoire familiale suivait une continuité naturelle. Donc, elle ignorait que certains voient dans la patience des autres une opportunité. Cette vie d'avant n'était pas une erreur. Elle était un socle. Et c'est précisément parce que ce socle était solide que je pouvais, désormais, m'y appuyer pour ne plus céder. Au début, je n'aurais pas su nommer ce qui se passait. Rien n'était brutal, rien n'était frontal. C'était des détails, des inflexions, des gestes presque invisibles.
Des choses si minimes qu'en les racontant, on aurait pu me répondre que j'exagérais. Et c'est précisément pour cela que je me suis tue. Les premières remarques sont arrivées sous couvert de bon sens. Elle parlait de l'organisation de la maison, comme si elle avait toujours été la sienne. Non, tu devrais faire comme ça, ce serait plus pratique. Ici, c'est un peu vieillot. Elle souriait en disant cela, avec cette bienveillance étudiée, qui désarme toute contestation. Je hocha la tête. Je notais intérieurement. Je me disais que ce n'était rien. Puis il y a eu les décisions prises sans me consulter. Des petits changements d'abord. Un meuble déplacé. Des papiers rangés ailleurs. Quand je demandais, elle répondait qu'elle avait fait ça pour m'aider. Pour m'éviter de me fatiguer. Le mot fatigue revenait souvent. Trop souvent. Comme si mon âge suffisait à justifier qu'on décide à ma place. Mon fils, lui, ne disait rien. Son silence pesait davantage que les mots de sa femme. Il regardait ailleurs, vérifiait son téléphone, parlait d'autre chose. J'attendais parfois un regard, un signe, une reconnaissance tacite. Rien. Ce vide-là était une première blessure. À table, certaines phrases me mettaient mal à l'aise. Des plaisanteries sur la transmission, sur l'avenir, sur ce qui serait plus simple plus tard. Elle riait. Les autres riaient parfois aussi, par politesse. Moi, je souriais sans comprendre pourquoi j'avais soudain l'impression d'être en trop dans ma propre maison. Je me souviens d'un repas précis. Elle avait parlé d'un couple d'amis qui avait vendu la maison de la mère pour financer un nouveau départ. Elle avait dit ça comme un exemple intelligent, moderne. Puis elle avait ajouté, en me regardant à peine, qu'il faut savoir anticiper. J'ai senti quelque chose se contracter en moi. Mais j'ai avalé ma bouchée en silence. Les humiliations n'étaient jamais directes. Elles étaient diluées dans le quotidien, même dans un soupir quand je prenais trop de temps. Dans un regard appuyé quand je posais une question. Dans cette manière de parler de moi à la troisième personne, même quand j'étais présente. Elle est fatiguée aujourd'hui. Elle ne se rend pas compte. Peu à peu, je me suis mise à douter de moi à même. Et à ce que je devenais réellement lente. Confuse. Dépassée. Je me surveillais. Je m'excusais trop. Je faisais attention à ne pas déranger. Ce glissement a été progressif, presque imperceptible. Et c'est ce qui le rendait dangereux. Je n'osais plus inviter qui que ce soit sans prévenir. Je demandais l'avis pour des choses qui ne regardaient que moi. J'avais intégré, sans m'en rendre compte, l'idée que ma présence devait être justifiée. Tolérée, et non plus naturelle. La solitude s'est installée de cette façon-là. Pas par l'absence de monde, mais par l'absence de reconnaissance. J'étais entourée, et pourtant invisible. Présente, mais mise à l'écart. Comme un meuble ancien qu'on garde par habitude. Mais dont on parle déjà comme d'un futur objet à déplacer. Parfois, le soir, je repassais mentalement les scènes de la journée. Je cherchais ce que j'avais fait de travers. Ce que j'aurais pu dire autrement. J'essayais d'ajuster mon comportement pour apaiser une tension qui ne disait pas son nom. Cette vigilance constante m'épuisait. Et pourtant, je continuais à me taire. Parce que je voulais préserver l'harmonie familiale. Parce que je me disais que dénoncer ces petites choses serait excessif. Parce que j'avais peur de passer pour une mère envahissante, une belle amère difficile. Le mot ingrate me traversait parfois l'esprit. J'avais peur qu'on me le colle dessus. Avec le recul, je comprends que ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était un réflexe ancien, celui de celles qui ont appris que la paix se paie souvent par l'effacement. Mais ce prix-là est lourd. Et il se règle toujours avec des intérêts. Ces premières humiliations n'ont pas brisé quelque chose en moi. Elles l'ont fissuré. Lentement. Elles ont préparé le terrain. Elles ont rendu possible ce qui allait suivre. Je ne le savais pas encore. Mais à force de petites mises à l'écart, on finit par devenir étrangère chez soi. Et c'est à ce moment précis que le danger commence vraiment. Ce n'est pas une scène violente. Ce n'est pas une dispute. C'est un geste banal, presque administratif, qui a tout fait basculer. Un de ces gestes, qu'on pourrait raconter en quelques phrases, mais qui, pour celui qui le subit, marque un point de non à retour. Ce matin, je cherchais un dossier précis. Un dossier que je gardais depuis des années dans le buffet du salon, à droite, derrière une pile de papiers classés par date. J'y rangeais les documents importants, ceux que l'on ne voit pas souvent mais dont on sait exactement où ils se trouvent. Actes, relevés,
Courrier. Ma mémoire fonctionnait encore très bien. Le dossier n'était pas là. J'ai d'abord pensé à une erreur de ma part. J'ai vérifié ailleurs. J'ai pris mon temps. J'ai respiré. Puis j'ai compris que ce n'était pas un simple déplacement. Le dossier avait disparu. Pas égaré. Déplacé volontairement. Quand j'ai demandé, elle a répondu sans hésiter. Elle était assise à la table, son téléphone à la main. Elle a levé les yeux, légèrement surprise, comme si ma question la dérangeait plus, qu'elle ne l'inquiétait. Elle m'a dit qu'elle avait tout regroupé pour faire du tri, pour m'aider, parce que certains papiers traînaient un peu. Partout. Elle a parlé de rationalisation. D'organisation. J'ai senti le sol se dérober doucement sous mes pieds. Ce n'était pas le fait qu'elle ait touché à mes papiers. C'était la manière, cette évidence tranquille avec laquelle elle estimait avoir le droit de le faire. Sans me prévenir. Sans me consulter. Comme si ces documents ne m'appartenaient déjà plus tout à fait. Je lui ai demandé où ils étaient. Elle a répondu qu'elle avait mis ce qui concernait la maison dans une chemise à part, avec les autres papiers importants. Pour que ce soit plus simple, le moment venu. Cette expression, le moment venu. Elle l'a prononcée sans se rendre compte de ce qu'elle révélait. J'ai compris, à cet instant précis, que la ligne avait été franchie. On ne parlait plus de remarques blessantes, ni de petites humiliations. On parlait de contrôle, de préparation, de dépossession programmée. Je me suis assise. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de colère explosive, une sidération froide. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais protégé ces documents, à la confiance que j'avais accordée, et à la facilité avec laquelle cette confiance avait été piétinée. Mon fils est arrivé plus tard. J'ai tenté d'expliquer calmement. Il a minimisé. Il a dit qu'elle voulait bien faire, qu'il ne fallait pas dramatiser. Ce mot-là. Dramatiser. Comme si ce que je ressentais était excessif. Comme si la violation de mon espace administratif n'était qu'un détail. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas une illusion romantique, une croyance fondamentale, celle que, même dans le conflit, certaines limites restent évidentes. J'ai compris que ces limites n'existaient plus que pour moi. La colère est montée après coup. Une colère lucide, contenue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai observé. J'ai noté. J'ai rangé ce que je pouvais récupérer. J'ai reconstitué mentalement ce qui avait été touché, déplacé, consulté. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repassé chaque scène, chaque phrase. J'ai compris que ce geste n'était pas isolé. Il s'inscrivait dans une logique. Une logique qui allait plus loin que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas une maladresse. C'était une tentative d'appropriation. Je me suis sentie humiliée, oui. Mais surtout déterminée. On peut supporter beaucoup de choses. Les regards, les remarques, les silences. Mais quand quelqu'un commence à gérer vos biens, comme s'ils lui appartenaient, déjà, il ne s'agit plus d'un conflit familial. Il s'agit d'un danger concret. À l'aube, j'ai pris une décision claire. Je n'allais plus discuter. Je n'allais plus expliquer. Je n'allais plus demander. J'allais agir. Discrètement. Légalement. Sans éclat, ce dossier manquant n'était pas une perte. Il était un signal. Et ce signal m'indiquait que le temps de la patience était terminé. Après cet épisode, quelque chose en moi a cessé de chercher des excuses. Je n'ai plus tenté d'interpréter les gestes de ma belle-fille comme des maladresses, ni le silence de mon fils comme une simple fatigue. Une lucidité froide s'est installée. Elle ne criait pas. Elle observait. Les nuits sont devenues longues. Je restais allongé, les yeux ouverts, à écouter les bruits familiers de la maison. Le tic-tac de l'horloge du salon. Le passage d'une voiture dans la rue. Le vent qui faisait claquer un volet mal fixé. Tout était identique, et pourtant tout avait changé. Cette maison ne me protégeait plus. Elle était devenue un territoire contesté. Je repensais à chaque scène, chaque mot. J'analysais, pas pour me faire du mal, mais pour comprendre. Comprendre comment j'avais pu me laisser glisser dans cette position. À quel moment j'avais confondu patience et abdication. À quel moment j'avais cru que l'amour familial suffisait à garantir le respect. Je priais parfois. Pas par habitude religieuse, mais par besoin de silence intérieur. Je demandais non pas des solutions, mais de la clarté.
Et cette clarté est venue, lentement, sans éclat. Elle m'a montré que je n'étais ni paranoïaque ni excessive. J'étais face à un système. Un système où mon âge, ma discrétion et mon attachement à la paix étaient utilisés contre moi. J'ai commencé à noter. Pas mes émotions, mais des faits. Des dates. Des phrases exactes. Des gestes répétés. Ce carnet est devenu mon point d'ancrage. Il m'empêchait de douter de moi-même. Chaque fois que la culpabilité revenait, je relisais. Et la culpabilité se taisait. Je me suis aussi renseignée. Discrètement. Sans en parler à personne. J'ai lu des articles. Beaucoup. J'ai relu des documents anciens. J'ai cherché à comprendre mes droits, sans encore savoir ce que j'allais en faire. Cette recherche n'était pas encore une stratégie. C'était une reconquête intellectuelle. Je reprenais possession de mon histoire. Il y avait en moi un conflit profond, mais une part de moi voulait encore croire que tout pouvait s'arranger. Que si je parlais, si j'expliquais calmement, les choses se remettraient à leur place. Une autre part, plus lucide, savait que parler exposerait mes intentions et accélérerait le processus de dépossession. Cette tension intérieure était épuisante. Mais elle avait un effet bénéfique. Elle m'obligeait à choisir, à sortir de cette zone grise où l'on subit, en espérant que cela cesse tout seul. J'ai pensé à mon mari, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Pas pour m'abriter derrière lui, mais pour me rappeler que j'avais été capable, autrefois, de décisions fermes. Je n'étais pas devenue faible. J'étais devenue prudente. Et la prudence, quand elle est éclairée, peut devenir une force redoutable. Je me suis demandé ce que je risquais vraiment. La réponse était claire. Je risquais de perdre ma maison, mes repères, ma dignité. Et ce risque-là était bien plus grand que celui de déplaire ou de provoquer un conflit. À partir de ce moment, mon regard a changé. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans la préparation intérieure. Chaque geste quotidien devenait une occasion d'observer, sans réagir, d'écouter sans commenter. Je construisais quelque chose en silence. Je n'ai plus cherché à être aimé à tout prix. J'ai cherché à être juste envers moi-même. Cette bascule a été discrète, mais déterminante. Elle m'a redonné une verticalité que je croyais perdue. Je savais désormais que je n'allais pas agir sous le coup de l'émotion. Je n'allais pas me défendre en criant. J'allais avancer avec méthode, avec calme, avec précision. Comme on trace un chemin dans le brouillard en se fiant uniquement à ce qui est solide. Cette prise de conscience n'a pas apporté de soulagement immédiat. Elle a apporté une direction. Et parfois, savoir où l'on va suffit à tenir, même avant d'avoir commencé à marcher. La décision prise intérieurement, il fallait désormais agir. Pas dans la précipitation. Pas sous le regard des autres. J'ai compris très vite que la moindre agitation trahirait mes intentions. Alors j'ai repris mon rôle habituel, celui qui rassurait. La mer calme, la belle amère accommodante, celle qui ne fait pas de vagues. En surface, rien n'a changé. En profondeur, tout s'organisait. J'ai commencé par les fondations. Les documents. J'ai reconstitué ce qui avait été déplacé, recopié ce qui manquait, demandé des duplicata quand il le fallait. Chaque papier retrouvé me redonnait un peu de stabilité. Je classais avec méthode, comme autrefois, mais avec une attention nouvelle. Cette fois, ce n'était plus seulement pour conserver. C'était pour décider. Puis j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Loin du quartier. Un homme que personne ne connaissait dans mon entourage. J'y suis allée seule, un matin, sous prétexte d'un rendez-vous médical. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. J'ai exposé des faits précis. La propriété. Les titres. Les conditions de transmission. Les risques. Il m'a écouté sans m'interrompre. Il a posé des questions claires. Il n'a pas dramatisé. Il a confirmé ce que je pressentais, la maison m'appartenait pleinement. Aucune décision ne pouvait être prise sans mon consentement écrit. Aucun projet ne pouvait m'être imposé. Ces phrases, dites avec neutralité, ont eu un effet immense. Elles ont replacé le réel à sa juste place. Nous avons travaillé sur un testament. Pas comme une menace, mais comme une clarification. J'ai précisé ce que je souhaitais transmettre, et à quelles conditions. J'ai inscrit noir sur blanc des choix que je gardais, jusqu'à là, à l'état d'intention floue. Mettre des mots juridiques sur mes volontés a été une libération silencieuse. J'ai aussi sécurisé mes comptes. Changé certaines habitudes.
Rien d'ostentatoire. Rien de brusque. De petites modifications, légales, réfléchies. Je voulais que tout soit clair, traçable, incontestable. Je ne cherchais pas le conflit. Je préparais la solidité. À la maison, je continuais à écouter, à observer. Ma belle fille parlait de plus en plus librement. Elle se projetait. Elle faisait des plans. Elle se croyait déjà dans l'après. Cette assurance me confirmait que je faisais bien de ne rien montrer. L'illusion de la victoire rend imprudent. Mon fils, lui, semblait soulagé de mon calme. Il pensait que tout était rentré dans l'ordre. Je le laissais croire. Il ne comprenait pas encore que le calme peut être une phase de concentration. Chaque soir, je notais ce qui s'était dit. Pas par rancune. Par précision. Je voulais pouvoir, le moment venu, m'appuyer sur des faits, pas sur des impressions. Cette discipline m'a tenu. Elle m'a empêché de céder à l'émotion. Elle m'a donné une colonne vertébrale. J'ai fait estimer la maison. Discrètement. Pas pour la vendre immédiatement, mais pour mesurer. Savoir. Décider en connaissance de cause. Le chiffre m'a frappé, non par avidité, mais par réalisme. Ce bien représentait une vie de travail. Il n'était pas négociable à la légère. Pendant ces semaines de préparation, je n'ai ressenti ni excitation, ni peur. Une concentration calme. Comme si tout en moi s'alignait enfin. Je savais que chaque étape me rapprochait d'une issue. Claire, quelle qu'elle soit. Et cette clarté était déjà une victoire. Je n'ai parlé à personne. Pas même à une amie proche. Ce silence à là n'était pas une soumission. C'était une stratégie. J'apprenais à distinguer les silences qui écrasent de ceux qui protègent. Bon, quand tout a été prêt, les actes, les décisions, les options, je me suis sentie étonnamment paisible. Rien n'était encore révélé. Rien n'était encore affronté. Mais je n'étais plus vulnérable. Je n'attendais plus qu'on me respecte. Je m'étais organisée pour que le respect devienne une conséquence. La préparation était terminée. Le reste n'était plus qu'une question de temps. La confrontation n'est pas arrivée comme une explosion. Elle est arrivée comme une évidence. Un matin ordinaire, sans tension apparente, sans voix qui s'élève. C'est souvent ainsi que les choses basculent vraiment, mais quand tout est déjà décidé, quand il n'y a plus rien à improviser. Ce jour-là, j'ai demandé à ce que nous parlions. Simplement. Autour de la table. La même table où tant de phrases m'avaient été adressées sans me regarder. Ma belle fille a levé les yeux, surprise. Mon fils a soupiré, comme si je dérangeais un équilibre fragile. J'ai attendu qu'il s'installe. J'ai pris le temps de poser mes mots. Ah, je n'ai pas parlé de sentiments. Je n'ai pas évoqué les humiliations, ni les nuits sans sommeil. J'ai parlé de faits, de décisions, de documents. J'ai posé devant eux une chemise claire, ordonnée, irréprochable. À l'intérieur, il n'y avait rien d'agressif, seulement la réalité, écrite, datée, signée. Je leur ai annoncé que la maison serait vendue. Pas plus tard. Pas quand. Simplement que la décision était prise. Et qu'elle m'appartenait, juridiquement. Totalement. Sans condition. J'ai ajouté que tout était déjà encadré, préparé, à l'idée. Que ce n'était ni une menace, ni une négociation. Le silence qui a suivi a été dense. Ma belle fille a d'abord cru à une provocation. Elle a souri, brièvement. Puis elle a compris. Son visage s'est figé. Elle a commencé à parler vite, à contester, à dire que ce n'était pas juste, qu'on ne faisait pas ça à sa famille. Ce mot-là, famille, utilisé comme une arme. Mon fils est resté immobile. Je voyais dans son regard une forme de panique. Il cherchait une issue, une possibilité de compromis. Il a tenté de minimiser, encore. De dire qu'on pouvait discuter, que ce n'était peut-être pas le bon moment. J'ai répondu calmement que le moment avait déjà eu lieu, que j'avais simplement choisi de ne pas en parler avant. Ma belle fille a alors laissé tomber le masque. Elle a parlé d'ingratitude, mais de trahison. Elle a dit que je détruisais l'avenir de leur couple. Je l'ai regardé sans réagir. Pour la première fois, ces mots n'avaient plus de prise. Ils glissaient sur une surface devenue solide. Quand elle a compris que rien ne changerait, elle a tenté autre chose. Elle a évoqué mes capacités, mon âge, ma fatigue. Elle a suggéré que je n'étais peut-être pas en pleine possession de mes moyens. Cette phrase-là, je l'attendais.
Elle m'a confirmé que tout ce que j'avais préparé était nécessaire. Je lui ai répondu que mes décisions avaient été prises avec des professionnels, dans le respect du droit, et que tout était consigné. Que toute tentative de remise en cause serait examinée à la lumière des documents existants. Ma voix ne tremblait pas. Je n'étais ni dure ni ironique. J'étais factuelle. Le piège s'est refermé à ce moment précis. Parce qu'ils ont compris que je n'étais plus seule, que je n'étais plus isolée dans mes impressions. Que ce qui se jouait désormais ne relevait plus du rapport de force familial, mais d'un cadre clair, extérieur à leurs émotions. La colère a laissé place à une forme de déni, puis au silence. Un silence lourd, inconfortable. Pas le mien, le leur, celui de ceux qui découvrent qu'ils ont mal évalué la situation. Qu'ils ont confondu patience et faiblesse, disponibilité et abandon. Je me suis levée. J'ai dit que la discussion était terminée. Que tout serait communiqué par les voies appropriées. Je n'ai pas cherché à les convaincre. Je n'avais plus besoin de leur accord. En quittant la pièce, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas une victoire éclatante, une stabilité profonde. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, je marchais sans crainte de perdre l'équilibre. Ils avaient perdu plus qu'une maison. Ils avaient perdu le contrôle qu'ils croyaient acquis. Et moi, dans ce silence qui suivait, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Pas parce que j'avais gagné contre eux, mais parce que je ne reculerais plus. Après cette discussion, la maison n'a plus jamais été la même. Pas parce que les murs avaient changé, mais parce que les rôles s'étaient inversés. L'assurance avait quitté le camp de ma belle-fille. Une tension nouvelle flottait dans l'air, faite de méfiance, de non-dits, de regards évités. La certitude tranquille qu'elle affichait autrefois avait disparu, remplacée par une agitation nerveuse qu'elle ne maîtrisait plus. Les jours suivants, chacun a tenté de reprendre pied comme il pouvait. Ma belle-fille parlait beaucoup, parfois trop. Elle appelait. Elle écrivait. Elle cherchait des soutiens, des oreilles complaisantes. Elle racontait une version arrangée de l'histoire, où je devenais soudain la vieille femme capricieuse, injuste, manipulatrice. J'entendais ces récits revenir jusqu'à moi, déformés, amplifiés. Je n'ai pas répondu. Les versions multiples sont toujours le signe d'une vérité fragile. Mon fils, lui, s'est muré dans un silence inhabituel, un silence différent du précédent. Ce n'était plus de l'évitement confortable, mais une confusion douloureuse. Il découvrait que son absence de choix était devenue un choix à part entière. Il tentait parfois de me parler, maladroitement, comme s'il cherchait encore une passerelle. Je l'écoutais, sans relancer. Il devait comprendre seul. La famille élargie a réagi de manière prévisible. Certains ont pris parti sans poser de questions. D'autres ont préféré ne rien savoir. Quelques-uns, plus rares, ont commencé à interroger les faits. Pourquoi cette décision? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence si longtemps? À ceux-là, je répondais simplement que j'avais agi pour me protéger. Je n'entrais pas dans les détails. Ceux qui voulaient comprendre n'avaient pas besoin de preuves spectaculaires. Les repas communs se sont espacés. Les invitations ont cessé. La maison, autrefois animée de conversations parfois superficielles, est devenue un lieu de passage silencieux. J'ai senti, par moments, une pointe de tristesse, pas pour la perte de ces moments-là, mais pour ce qu'ils représentaient. Une illusion de cohésion qui reposait sur mon effacement. Ma belle-fille a tenté une dernière manœuvre. Elle a parlé de médiation, de compromis, de solutions raisonnables. J'ai reconnu là un changement de stratégie. Elle ne demandait plus la maison. Elle demandait du temps, du flou, de l'incertitude. Je lui ai répondu que tout était désormais clair, que la période des arrangements verbaux était terminée. La loi n'aime pas le flou. Moi non plus. Cette fermeté a accéléré l'éclatement. Les masques sont tombés. Des reproches anciens ont refait surface. Des phrases retenues depuis des années ont été prononcées, parfois avec maladresse, parfois avec cruauté. J'ai observé cette implosion avec une distance que je ne me connaissais pas. Je n'étais plus au centre. J'étais en retrait. Et c'est dans ce retrait que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce que l'on appelle souvent unité familiale est parfois une construction fragile, maintenue par le silence d'un seul. Quand ce silence se rompt, ce n'est pas la vérité qui détruit. C'est ce qu'elle révèle. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui se fissurait. Chacun devait faire son chemin.
La culpabilité a tenté de revenir. Par vagues. Elle murmurait que j'allais trop loin. Que je brisais quelque chose d'irréparable. Puis je me rappelais les dossiers déplacés, les phrases prononcées, les décisions prises sans moi. Et la culpabilité se taisait à nouveau. Les conséquences n'étaient pas uniquement relationnelles. Elles étaient intérieures. Je dormais mieux. Je respirais différemment. Mon corps lui a même semblé comprendre que la menace avait reculé. La vigilance constante s'estompait peu à peu. Je n'étais plus en état d'alerte. Quand la date de la vente a été fixée, une étape symbolique a été franchie. Ce n'était plus une intention. C'était un fait. La maison cessait d'être un enjeu. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été. Un bien. Et non un moyen de pression. À partir de là, je me suis sentie presque étrangère au tumulte familial. Je regardais, sans intervenir. Je n'avais plus à convaincre, ni à justifier. Ceux qui me comprenaient restaient. Les autres s'éloignaient. L'éclatement n'a pas été un drame. Il a été une mise à nu. Et dans ce chaos apparent, je découvrais une chose précieuse. Je n'étais plus responsable de l'équilibre des autres. Je pouvais enfin me préparer à la suite. Libérée de ce poids invisible que j'avais porté trop longtemps. Le départ s'est fait sans éclat, presque en silence. La maison était vide depuis quelques jours déjà. Débarrassée de ce qui ne m'appartenait plus vraiment. Les attentes des autres, leurs projets, leurs calculs. J'ai fermé la porte une dernière fois sans me retourner. Pas par dureté, mais parce que regarder en arrière aurait donné trop d'importance à ce que je laissais derrière moi. Je me suis installée ailleurs, dans un appartement plus petit, plus clair, à quelques rues de la mer. À Marseille, la mer a cette présence constante qui apaise sans consoler. Elle n'explique rien, elle ne promet rien. Elle est là. Et cela me suffisait. Les premiers jours ont été étranges. Le silence n'était plus pesant, mais il fallait apprendre à l'habiter. J'écoutais les bruits nouveaux. Les pas des voisins, les mouettes au petit matin, le souffle du vent contre les volets. Aucun de ces sons ne me rappelait un conflit. Aucun n'était chargé d'attente. C'était une neutralité bienveillante. Je me suis surprise à respirer plus profondément. Comme si mon corps, avant même ma pensée, comprenait que la menace s'était éloignée. Je n'avais plus besoin d'anticiper les remarques, ni de surveiller mes gestes. Je pouvais vivre sans justification permanente. J'ai repris des habitudes anciennes. Lire longtemps, sans surveiller l'heure. Marcher le long du port, observer les visages, les couples, les solitudes. Je me demandais parfois combien de femmes, autour de moi, portaient des histoires semblables, enfouies, jamais nommées. Mais cette pensée ne m'attristait pas. Elle me rendait attentive. Les relations familiales se sont espacées naturellement. Quelques messages, bref. Des silences, aussi. Je ne les interprétais plus comme des rejets, mais comme des conséquences. Chacun devait faire son chemin. Je n'avais plus à accompagner tout le monde. Il m'arrivait de penser à ma belle fille. Pas avec rancune. Avec une distance nouvelle. Elle avait perdu plus qu'une maison. Elle avait perdu l'illusion que la patience des autres équivaut à une permission. Cette perte-là ne se mesure pas en argent. Elle marque, longtemps. J'ai réfléchi au pardon. Pas comme une absolution, ni comme une réconciliation forcée. Le pardon, pour moi, consistait désormais à ne plus porter la colère. À ne plus me définir par ce que j'avais subi. Je n'avais pas besoin d'oublier pour avancer. Je devais seulement cesser de me battre intérieurement. Un matin, assise face à la mer, j'ai compris que je n'avais plus peur. Ni de vieillir, ni d'être seule, ni de perdre ce que j'avais reconstruit. Cette absence de peur était nouvelle. Elle n'était pas spectaculaire, mais solide. Elle ne dépendait de personne. Je me suis remise à écrire. Pas pour raconter l'histoire. Pour la structurer, pour la déposer hors de moi. Les mots me permettaient de mesurer le chemin parcouru, de donner une forme à ce qui avait longtemps été confus. Écrire n'était plus une plainte. C'était un acte de clarté. Je n'attendais plus rien des autres. Ni validation, ni réparation. Ce que j'avais fait était suffisant. Ce que je vivais désormais m'appartenait pleinement. Je pouvais choisir mes journées, mes silences, mes présences. Cette nouvelle vie n'avait rien d'une revanche spectaculaire. Elle avait la simplicité des choses justes. Je n'étais plus dans la réaction. J'étais dans la continuité. Chaque jour confirmait que j'avais fait le bon choix.
Pas parce que les autres avaient perdu, mais parce que je n'étais plus en train de me perdre. Ce nouveau départ n'effaçait pas le passé. Il lui donnait une place stable, à distance, sans qu'il ne déborde plus sur le présent. Et dans cette stabilité retrouvée, je découvrais une liberté que je n'avais jamais osé imaginer auparavant. Il y a un moment où l'on cesse de raconter les faits pour écouter ce qu'ils ont changé en nous. Aujourd'hui, assise près de la fenêtre ouverte sur la lumière de Marseille, je mesure ce déplacement intérieur avec une précision nouvelle. Je ne cherche plus à convaincre, ni à prouver. Je constate. Et cette constatation suffit. Je pense à la femme que j'ai été pendant des années. Celle qui croyait que l'amour se prouvait par l'endurance. Celle qui confondait la paix avec le renoncement. Elle n'était ni faible, ni aveugle. Elle faisait ce qu'on lui avait appris à faire. Tenir, préserver, lisser les aspérités pour que la famille reste debout. Elle ne savait pas encore que tenir trop longtemps peut finir par effacer. Ce que j'ai vécu n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est une mécanique courante, souvent invisible. Mais une lente prise de pouvoir, qui ne dit pas son nom. Des phrases anodines. Des décisions prises sans bruit. Des regards qui évaluent. Et, au centre, une femme qui doute d'elle-même, parce qu'elle a appris à faire passer les autres avant elle. Ce type de violence ne laisse pas de traces visibles. Il laisse des silences. Et ces silences-là coûtent cher. Je n'ai pas détruit une famille. J'ai mis fin à une fiction. Une fiction confortable pour certains, épuisante pour moi. La vérité n'a pas tout réparé. Elle n'a pas rassemblé. Elle a séparé. Mais elle a aussi clarifié. Elle a remis chacun face à ses responsabilités. Et surtout, elle m'a rendu à moi-même. Il y a eu des pertes. Des liens distendus. Des incompréhensions qui ne se résoudront peut-être jamais. J'ai accepté cette part-là. Toute décision juste a un prix. Et le prix de la cohérence vaut toujours moins cher que celui de l'effacement. Je ne me définis plus par ce que j'ai subi, mais par ce que j'ai choisi de faire ensuite. J'ai choisi la précision plutôt que l'explosion. Le droit plutôt que la plainte. La dignité plutôt que la revanche bruyante. Ce choix n'a rien d'héroïque. Il est simplement nécessaire quand on veut continuer à vivre sans se trahir. Si je m'adresse aujourd'hui à celles qui se reconnaissent dans ces lignes, ce n'est pas pour leur dire d'agir vite ou fort. C'est pour leur dire d'agir juste. D'écouter ce malaise discret qui revient chaque soir. De noter. De vérifier. De ne pas se laisser enfermer dans l'idée qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se repositionner. On m'a souvent dit que je dramatisais, que j'interprétais, que je devais penser à l'harmonie. Je sais désormais que l'harmonie construite sur l'injustice est une façade. Elle tient tant que quelqu'un accepte de se taire. Et quand ce quelqu'un cesse, tout vacille. Ce n'est pas une catastrophe. C'est une révélation. Je regarde le passé sans trembler. Il ne m'écrase plus. Il m'explique. Il me rappelle d'où je viens et pourquoi je ne veux plus y retourner. Je regarde l'avenir sans impatience. Je n'ai plus besoin de grands projets. J'ai besoin de cohérence, de calme, de cette stabilité intérieure qui ne dépend de personne. Je n'ai pas gagné contre ma belle-fille. Je n'ai pas perdu un fils. J'ai repris une place. Et cette place n'est ni contre quelqu'un, ni au-dessus de quelqu'un. Elle est juste à l'endroit où je peux respirer sans me justifier, décider sans me cacher, vivre sans me réduire. Alors, si un dernier mot devait rester, simple, sans emphase, adressé à celles et ceux qui ont appris à se taire trop longtemps pour survivre, ce serait celui-ci, désormais gravé en moi, non comme une revanche, mais comme une vérité éprouvée. Le silence peut aussi être une forme de justice.